Coucou, c'est Frédéric Delavier. Alors bon, c'est une blague, c'est un clin d'œil, à Max Sky, aux vidéos, que je regarde des fois en dessinant le soir. Alors, je vais vous faire une petite vidéo ce soir, petite vidéo pour encore parler des effets du lait sur la croissance humaine et particulièrement sur la croissance des peuples et pourquoi certains peuples qui consomment beaucoup de laitage ne sont pas si grands que ça, hein, bien que les laitages apportent un avantage sur la masse et sur la corpulence, mais pas forcément sur la hauteur, et vous allez comprendre pourquoi, alors que d'autres, en consommant des laitages, et principalement du lait cru, hein, ou du lait pur et dur, hein, vont à ce moment-là, du lait à boire, hein, vont à ce moment-là pousser en hauteur. Vous allez comprendre qu'il y a dans la façon dont on consomme des laitages un apport plus ou moins grand d'IGF-1 hein, qui va permettre à certains peuples d'atteindre leur taille optimale hein, et qui va favoriser la croissance des individus. Alors je fais cette vidéo bien sûr parce que des trous du cul, quand j'étais intervenu sur une chaîne en disant que le lait hein, était souvent, alors pour les basketteurs, hein, c'était souvent des gens qui étaient issus de peuples ayant depuis des millénaires une consommation régulière de peuples qui avait favorisé la croissance en hauteur du peuple en général, hein, pas des individus, hein, et que c'était pour ça qu'on trouvait beaucoup de basketteurs, par exemple chez les Peuls, les Dinka en Afrique, hein, mais qu'on pouvait en retrouver aussi dans d'autres groupes humains, comme les Nordiques, hein, où on trouve des gens de grande taille. Donc, bien sûr, ces abrutis n'avaient pas compris que je parlais de la croissance des peuples, donc on va refaire des vidéos là-dessus, puisque c'est très intéressant d'expliquer aux gens pourquoi certains peuples qui boivent, ou pas qui boivent, qui prennent des laitages, n'ont pas une taille si grande, alors c'est dû aussi au climat, c'est multifactoriel, et d'autres sont vraiment très grands en buvant du lait, alors que leurs voisins, hein, qui en boivent beaucoup moins, ont des tailles en hauteur hein, moins importantes. Alors je me suis aidé bien sûr pour faire cette vidéo scientifique hein, de chat GPT, qui est mon ami virtuel, mon ami biaisé et sans conscience, mais qui peut être parfois très utile et utilisé par tous les labos scientifiques hein, du monde entier, bien sûr, puisque ChatGPT, comme d'autres IA, vous donne accès à toutes les informations et à toutes les informations open source hein, sur le réseau du net. Hein. Et donc, c'est très intéressant. Bien sûr, si on sait lui poser les bonnes questions, à ce moment-là, on aura un allié vous permettant de répondre d'une façon intelligente, en faisant toujours attention, bien sûr, en sachant qu'elles sont biaisées, toutes ces IA, par la bien-pensance et par le fait aussi qu'elles ne voudraient pas, même en disant quelque chose de vrai et de logique, se retrouver avec un gros procès sur le cul, plutôt leur boîte avec un gros procès au cul. Alors, maintenant, on va parler un peu du lait, et je vais vous lire des textes que j'ai fait écrire à ChatGPT. Alors, bien sûr, oui, c'est ChatGPT, mais c'est moi qui lui pose des questions, c'est moi qui la corrige, et c'est moi, bien sûr, d'une façon biaisée, qui l'oriente. Hein. Alors, voilà. Alors, je voulais expliquer là-dedans que le lait, hein, pas le lait, la consommation de laitage, en fonction des peuples, n'a pas tout à fait les mêmes effets, même si bien sûr elle permet une croissance importante hein, en volume, mais aussi en taille, et pas toujours en taille, mais en tout cas une croissance. Alors j'ai fait une comparaison entre les Peuls et les Mongols. Alors les Peuls, c'est des peuples de pasteurs, hein, où il y a beaucoup maintenant de basketteurs qui sont sélectionnés en Afrique directement chez les Peuls, hein, et qui ont dans leur population des gens de grande taille. Alors tous les Peuls ne sont pas grands, mais ils ont au sein des tailles, qui est une ethnie, hein, des groupes familiaux qui sont endogames, plus ou moins endogames, hein, pasteurs, hein, et depuis des milliers d'années, hein, cette endogamie est là, hein, c'est très particulier l'Afrique, et je peux vous l'expliquer dans la vidéo, et qui va générer des individus de grande taille, et paradoxalement, vous avez les Mongols,
qui sont un peu plus petits que les ânes à côté. Les Mongols ont envahi les ânes et ont fait chier tout le monde avec leurs chevaux et avec leurs invasions du sang, parce que comme ils étaient nombreux, ils se reproduisaient bien grâce au laitage. Ils pouvaient, avec leurs chevaux, et bien costauds, avec une bonne croissance et démographie, à un moment, ça gênait, on était un peu bloqué et on allait se déverser sur les voisins et les mettre en domination, récupérant à ce moment-là du matos, de la nourriture et des esclaves et des femmes, c'est cool, jusqu'au moment où ils ont compris que c'était pas trop cool et les ânes les ont un peu intégrés et c'est comme ça qu'ils ont été plutôt intégrés par les ânes, devenant leurs fournisseurs de chevaux. C'est pour ça aussi qu'il y avait la grande barrière pour se protéger de ces bandes de pillards qui étaient pillards par justement le lait en vérité et par tous ces laitages et le cheval qui leur permettait de se déplacer vite et les laitages qui leur permettaient d'avoir une bonne croissance démographique qui les poussait à s'étendre un peu partout et à emmerder le monde. En général, c'est toujours comme ça, il y a toujours des problèmes avec les pasteurs qui se déplacent pas mal. Alors, les Peuls sont pasteurs, mais sans chevaux, ils n'ont pas besoin. Mais il y a des guerres de territoire actuellement entre les Peuls et d'autres tribus. Alors, c'est instrumentalisé pour des réseaux de tuyaux de gaz et de sous-sol, aussi par des grosses puissances internationales, mais c'est très intéressant de comprendre comment ça fonctionne. Voilà, alors bon, oui, parce que ça se déplace et ça a une bonne croissance grâce au laitage. Alors, mon petit texte fait avec l'IA, je vais vous l'expliquer, vous allez comprendre, c'est hyper intéressant et ça va vous ouvrir l'esprit et vous faire comprendre que de l'avier, c'est pas une masterclass de conneries, c'est sourcé à mort et à fond la caisse. J'ai pas le temps d'aller vous chercher les sources. Et maintenant, comme j'ai GPT, quand un trou-duc me demande source, on les entend plus maintenant, je tape les sources pour ci et pour ça et je l'écrase sous une cascade, une avalanche de sources qui lui fait fermer sa gueule de con. Voilà, parce qu'ils sont abrutis tous ces gens-là, tous ces zététiciens de merde. Alors, je vous lis mon petit texte et on parlera aussi des Peuls et de la façon dont le lait les a fait grandir aussi. Donc on va travailler là-dessus, c'est intéressant. Et on va parler aussi même de bodybuilding, un peu de musculation. Alors Peuls et Mongols, deux façons de consommer des laitages. Le composant du lait qui favorise la production d'IGF-1, alors IGF-1 c'est Insulin-like growth factor, est principalement la protéine, en particulier la caséine et les protéines de lactosérum. Ouais, alors c'est celle du petit lait qui était balancé, qui valait pas cher avant. On vous faisait des fromages, et on balançait le petit lait, et évidemment le petit lait, c'est ce qui est la whey, c'est ce qui vous permet de grandir aussi quand vous êtes en croissance, mais aussi de faire du muscle, beaucoup de muscles. C'est vraiment bien, c'est la protéine pure et dure. Avant c'était un produit déchet, maintenant c'est devenu un produit pour les bodybuilders qui se vend très cher, un peu comme le collagène qui était un produit déchet et qui maintenant est à la mode. On vous la met pour la petite ride. En vérité, le corps puise dans le collagène qu'on lui donne pour pouvoir choisir ce qu'il va en faire, donc pour pouvoir le décomposer en acides aminés et des fois récupérer ces acides aminés pour structurer du collagène dans tes muscles ou ailleurs, surtout que la nourriture actuelle en est particulièrement dépourvue puisqu'on ne mange plus les abats, on ne mange plus les articulations, on ne fait plus de bouillon de poule, on a une nourriture qui est pauvre en collagène, donc il faut en reprendre. Et les marchands ont compris. Et Gundy aussi. Alors en effet, les protéines du lait stimulent la sécrétion d'IGF-1, donc Insulin-like growth factor 1, d'IGF-1, un facteur de croissance important impliqué dans la croissance cellulaire, la réparation tissulaire et le métabolisme. Ce phénomène est en partie dû à l'apport en acides aminés essentiels qui favorise la synthèse de l'IGF-1 ou IGF-1 si vous êtes anglophone, au niveau hépatique. La capacité à digérer le lactose à l'âge adulte est liée à une mutation génétique appelée persistance de la lactase. Cette mutation est très fréquente chez certains peuples d'éleveurs comme les Peuls ou Fulani en Afrique de l'Ouest qui consomment beaucoup de lait frais. Alors que chez les Mongols et d'autres populations d'éleveurs d'Asie, cette mutation est beaucoup plus rare. Ces derniers consomment souvent du lait fermenté ou des produits laitiers comme du fromage ou le yaourt qui contiennent moins de lactose. Oui, parce qu'ils ne sont pas adaptés à la consommation du lactose à l'âge adulte. Donc ils sont obligés de faire fermenter tout ça pour péter le lactose et pour pouvoir justement ne pas avoir d'allergie au lactose et ne pas le chier partout, avoir des flatulences et tomber malade. Voici comment cela influe la production d'IGF-1 et la taille. Le lait frais contient à la fois caséine
et protéines de lactosérum whey qui stimulent la production d'IGF-1. Le fromage est obtenu par coagulation de la caséine. La majorité de la whey se retrouve dans le lactosérum qui est éliminé ou réduit. Donc le fromage contient moins de whey. La whey est particulièrement riche en certains acides aminés essentiels qui stimulent la synthèse d'IGF-1 dans le foie. Donc une consommation élevée de lait frais, comme chez les peuls, favorise une production plus importante d'IGF-1, contribuant potentiellement à une plus grande taille. Les populations qui consomment surtout du lait fermenté ou fromage avec moins de whey ont moins de stimulation d'IGF-1 via cette voie. Cependant, la taille est multifactorielle. La génétique, l'alimentation globale, la santé, l'environnement jouent tous un rôle. La persistance de la lactase n'est qu'un aliment parmi d'autres dans ses adaptations. En résumé, il y a un lien certain entre la consommation de protéines de lactosérum via le lait frais, la production d'IGF-1 et potentiellement la taille moyenne des populations, en lien avec la capacité à digérer le lactose. Les Peuls, comme les Mongols, en tant que peuple d'éleveurs, bénéficient effectivement d'une alimentation assez stable en macronutriments essentiels. Graisse, sucre, principalement via les produits laitiers fermentés ou autres sources, et protéines grâce à l'élevage et au lait, ce qui leur permet d'éviter les carences majeures et de maintenir une bonne santé et solidité physique sur le long terme. Les différences sur l'IGF-1 et la taille. Peuls, il y a une consommation régulière de lait frais, riche en whey, stimulation plus importante de l'IGF-1, favorise potentiellement une taille plus grande, en plus d'une bonne musculature. Mongol, consommation principalement de produits laitiers fermentés ou fromage, pauvre en whey, mais moins de stimulation d'IGF-1, taille moyenne, plus limitée, mais avec une masse musculaire et une robustesse souvent importante grâce à une alimentation riche en protéines et en énergie. Comme on vous le dit, ce n'est pas que l'IGF-1 qui fait pousser, l'IGF-1 vous permet d'atteindre une certaine taille. Donc c'est intéressant de comprendre ça. En gros, les Mongols peuvent être plus massifs et musclés sans être forcément très grands, ce qui correspond bien à leurs besoins et conditions de vie, adaptation au climat rigoureux, travail physique intense. Ce genre d'adaptation alimentaire et génétique illustre bien comment l'environnement et la culture façonnent les populations sur le long terme. Alors il faut savoir aussi que le fait aussi d'être avec des trop grandes, poussées au cartilage de conjugaison, d'avoir des grands membres, par le fait d'être un grand gars qui a des gènes sélectionnant la poussée osseuse, n'est pas forcément optimal en pays très froid comme la Mongolie, la Mongolie qui est quand même un pays connu pour ses hivers rigoureux et être très grand avec des grands membres, c'est pas le top. Pour bien thermoréguler, il vaut mieux avoir une forme qui s'approche plutôt de la boule tout en étant massif, donc un maximum de volume intérieur pour un minimum de surface extérieure. C'est ce qu'on appelle la règle de Bergman. Il y a la règle de Bergman et d'Allen, c'est des vieilles règles. Allen, c'est-à-dire que plus il fait froid, plus les extrémités se raccourcissent. Les oreilles des renards, vous les voyez au nord, ils sont plus petites que les fennecs au sud, les renards, des sables qui ont des grandes oreilles pour évacuer la chaleur, justement une bonne irrigation qui permet d'évacuer la chaleur interne et de ne pas à ce moment-là monter en surchauffe. Donc, ce sont des règles Bergman-Allen. Vous pouvez aussi les rajouter la règle de Lavier qui complète la Bergman et Allen. Bien sûr, on m'a insulté là-dessus, mais insulte ne veut pas dire que les types ont des arguments, qui fait que pour les hommes, plus on va au nord, moins ils ont de tendons et plus ils ont de corps charnus, ce qui permet justement d'avoir plus de contraction musculaire, un moins bon rendement musculaire, mais en même temps plus de contraction musculaire, qui fait qu'en bonne alimentation, ils vont produire de la chaleur par cette contraction musculaire, qui leur permettra de tenir au froid. Ce qu'on voit chez Néandertal, de gros mollets, des membres courts, avec une grosse musculature, pas pour te filer des coups de massue, mais en vérité pour produire beaucoup de chaleur avec une alimentation riche en hiver et en période glaciaire, pour pas mourir gelé quand tu vas chasser à l'extérieur et quand tu te déplaces dans des climats extrêmement froids. A contrario, donc, dans les pays
chaud, c'est tout l'inverse. Tu as intérêt à pas produire de chaleur, donc être un grand peul qui pousse en longueur, bien sûr, hein, c'est un avantage, avec de grands tendons et peu de corps charnus, donc c'est la règle de Lavier, qui complète la règle d'Allen, et la règle de Bergman, bien sûr, je suis insulté, mais ça reste indéboulonnable, on encule les mecs qui m'insultent, et puis s'ils m'insultent en face, je leur défoncerai la gueule au passage, parce que j'en ai un peu assez d'avoir des gens qui viennent m'insulter sans aucun argument scientifique. Ici, on fait de la science, les mecs. Donc voilà, et on n'est pas chez les débiles de zététiciens. Donc évidemment, au sud, on a des plus grands membres, moins de volume intérieur pour, bien sûr, plus de surface corporelle pour thermoréguler par la transpiration et éviter lors des déplacements trop de contractions musculaires avec plus de tendons, et moins de muscles, tendons restituant l'énergie par son étirement, donc pas de contraction active qui produisent de la chaleur. Vous savez bien que la contraction musculaire, des fibres musculaires, on parle globalement, va produire 30% de mouvement pour 70% de chaleur, donc c'est pas très bon au sud, et donc il faut évacuer cette chaleur pour pas monter en surchauffe, particulièrement dans des milieux comme les peuls. Donc ça fait des grands types en longueur, vous allez voir, c'est marrant à voir, ils sont récupérés dans le sport, c'est extrêmement intéressant. Voilà, donc voilà pourquoi les facteurs IGF-1 ne sont pas forcément intéressants à conserver. Les grands, très très grands, ne sont pas forcément à conserver dans certains milieux, mais le lait va vous faire prendre en volume et en masse. Alors évidemment, les Mongols sont plus petits que leurs voisins, les Han qui ont des chinois classiques, les Li, tout ça, machin, que vous rencontrez dans le restaurant chinois. Et par contre, les Mongols sont un peu plus petits, mais beaucoup plus massifs qu'eux et beaucoup plus lourds. Ce sont des types adaptés à des climats froids et hyper nourris par une alimentation de pasteurs, d'éleveurs, avec du lait, le célèbre lait de yak, connu de tous les Mongols, que je n'ai pas encore goûté, qui doit être très bon, très riche en gras, et puis du lait de chèvre, et des laits de mouton, sûrement, ils en ont, donc très intéressant à savoir, ce qui permet d'avoir des types costauds, mais bien sûr, ils n'ont pas, eux, de mutation leur permettant de digérer le lait cru. Ça n'arrive pas à tout le monde, c'est arrivé au nord, d'une façon aléatoire, au nord en Europe, alors chez nos voisins, chez les Européens du Nord, puisque je ne sais plus à quel camp, ils sont encore en train d'étudier ça, mais ils ont eu la possibilité de digérer le lait cru sans faire de fromage. Ça fait des gars qui digèrent bien le lait, et grâce au climat moins froid que la Mongolie, mais plus humide, il y a beaucoup d'herbes, beaucoup de vaches, et c'était un des premiers peuples au nord de l'Europe, un premier peuple à faire de l'élevage bovin et à vivre des laitages, particulièrement des laits crus. Alors, et bien sûr, il y a eu élimination de ceux qui avaient la diarrhée et la chiasse, la diarrhée, quand ils ne supportaient plus le lait. Donc, à partir du moment où les mecs ont des diarrhées, ils supportent pas, ils sont malades, ils rajoutent là-dessus une bronchite qui se transforme en pneumonie parce qu'ils ont chié tous leurs aliments et ils meurent. Et il ne reste que les types qui ont la capacité de synthétiser, qui ont l'enzyme lactase, et là, qui ont la capacité de boire du lait et de supporter le lactose à l'âge adulte. Donc c'est très intéressant de comprendre comment ça se passe, comment ça fonctionne. C'est pour ça qu'on a beaucoup de grands au nord, puisqu'ils ont eu un apport supplémentaire de protéines et de graisses, favorisé par le lait qui stabilise et qui régule l'apport nutritionnel et qui empêche les crises caloriques et qui permet de conserver les individus qui sont de grande taille, donc qui ont des gènes activant la prolifération cellulaire et musculaire, et tout un ensemble de gènes qui font pousser les individus en hauteur. Alors bien sûr, si vous n'êtes pas génétiquement programmé pour être grand, vous avez beau boire des litres de lait et avoir l'enzyme lactase et avoir la génétique pour digérer le lait, si vous n'êtes pas programmé génétiquement pour être grand comme les Nordiques, vous avez beau boire tout votre lait, vous ne grandirez pas plus que vous ne le pouvez, tout simplement. Il faut savoir, parce que j'ai encore des trous du cul, bien sûr, qui disent moi je mesure 1m73, tu dis des conneries, et je bois du lait toute la journée, jamais grandi. Oui, mais toi, t'as pas de gènes qui te permettent d'être grand. Faut-il encore être issu
d'un peuple qui n'a pas subi de crise énergétique, calorique sur des siècles ou même des milliers d'années. Ça se compte des fois en plusieurs milliers d'années, hein, même en Afrique en dizaines de milliers d'années. Alors non, parce que l'élevage vient avant, est assez récent aussi, mais en milliers d'années. Hein. Donc tu ne l'auras pas puisqu'il faut stabiliser les populations avec un apport régulier pour ne pas voir les grands mourir lors des épisodes de crise énergétique, de crise calorique, c'est-à-dire de famine. Hein. Donc le lait permet d'éviter les famines puisqu'il y aura tout le temps des vaches, des moutons ou autres qui vont manger de l'herbe et vous restituer du gras, des protéines, hein, et des sucres pour pouvoir, hein, continuer à vivre. Hein. C'est un stabilisateur qui permet justement de ne pas éliminer les grands qui, comme tout le monde sait, sont, lors des crises caloriques, éliminés les premiers parce qu'un grand, ça consomme beaucoup d'énergie. Voilà, donc il faut le savoir. Hein. Donc c'est les premiers à partir. J'ai des copains qui avaient fait des camps de concentration. Alors bien sûr, pas du haut des miradors. Hein. Eux, en tant que prisonniers, donc c'était déjà moins sympa. Les uns dans les camps de concentration russes, hein, des copains hongrois, et les autres, des copains askénazes maintenant et décédés, polonais, qui lui, en tant que petit garçon, l'avaient fait dans les camps de concentration allemands, en Pologne, hein, et qui m'avaient dit, ils m'avaient tous dit la même chose, quand il y avait les grands balèzes, on savait qu'ils allaient partir les premiers. Ah bah oui, puisque ça consomme beaucoup d'énergie, c'est pas top. Hein. C'est là où le règne des skinny fat, hein, des types qui n'ont pas trop comme de muscles, qui peuvent être grands, hein, et qui sont un peu gras, c'est eux qui survivent à ce moment-là. Donc c'est toujours intéressant de voir ça. Alors je vais vous montrer quelques photos quand même de Peuls et de Mongols. Alors c'est marrant à voir, hein, c'est toujours intéressant. Donc j'ouvre mon iPad mini. Voilà. Et alors, on va vous montrer. Voilà. Alors, je vous montre là parce que la vidéo l'a bloqué, mais c'est pas grave, je le vois quand même. Je vais vous montrer. Alors, ça, c'est un Mongol. Alors, vous voyez, les Mongols sont pas forcément très grands, mais sont hyper balèzes. Ils sont volumineux. Alors, bien sûr, ce Mongol, hein, il n'a pas que une adaptation, il n'a pas une adaptation au froid, hein, il n'a pas l'enzyme lactase, mais il boit du lait depuis des générations, il est costaud, hein, c'est des peuples extrêmement massifs, il n'y a pas eu de conservation des petits, élimination des balèzes, mais bien sûr, lui, hein, il a rajouté visiblement de la pharmacie chinoise, hein, pour devenir super balèze, c'est un lutteur mongol, mais on voit qu'il a une sacrée masse. Alors vous avez, je vais vous montrer les Mongols, c'est tout le temps sympa de les voir, on va bien se marrer, il y en a d'autres. Voilà, alors voilà, ça c'est des Mongols en lutte traditionnelle, et on voit bien, alors eux ils prennent sûrement moins de produits, hein. Ça doit être des mecs qui sont normaux, alors on voit bien qui sont gras, costauds, massifs, des gros mollets comme je vous l'explique, hein. Alors eux nourris pas au lait mais au laitage, ce qui est bien différent bien sûr, hein, puisque eux n'ont pas l'enzyme lactase ou très peu, et on voit qu'ils sont hyper costauds, hyper balèzes, un peu gras pour se protéger du froid, des réserves de gras dans l'abdomen, et des gros mollets, hein, très charnus, hein, pour conserver la chaleur, mais aussi en produire quand il fait froid, ce que n'ont pas, bien sûr, nos amis les Peuls, qui eux sont des grands buveurs de lait, très costauds, plus grands que les voisins. Donc on va vous dire des trucs. Alors on avait une belle petite Mongole ici, bon, elle est taille normale, hein, voilà, hein, voilà, elle est en train de vous sortir du lait de yak, hein, des vaches, des bovins poilus, hein, avec du gras dans le ventre. Il faut savoir que tous ces animaux, quand vous les ouvrez, hein, ils sont très gras aussi à l'intérieur du bide, hein, pour passer l'hiver, et très poilus. C'est très marrant, c'est des yaks. Alors là, vous avez un Mongol, hein, voilà, et sa petite fille, c'est assez sympa à voir. Voilà, je mets là, regardez, avec derrière son troupeau de yaks, hein, mais il ne peut pas, en général, boire le lait de yak directement à la mamelle, parce que lui, il ne digère pas, il faut qu'il fasse en fromage. Voilà, comme je vous l'ai expliqué. Et vous avez ici une super belle Mongole, voilà, comme on aimerait en rencontrer souvent, hein, sur son yak, ou une yakesse, je ne sais pas. Et vous voyez, ce sont des gens assez costauds, hein, ce ne sont pas des petits, on voit les cuisses à travers et les mollets à travers la robe, hein, elle est bien constituée, hein, elle est bien faite, cette jeune femme, elle n'est pas toute maigre, c'est pas une skinny, voilà. Alors autrement, vous avez encore du Mongol, c'est marrant à voir, voilà, en train de courir, c'est des pasteurs, des éleveurs, hein, sur leur yak. Voilà, mais ils ont aussi des chevaux, hein, ils faisaient chier tout le monde avec leurs chevaux, voilà. Et on va vous montrer maintenant les Peuls. Alors j'aime bien les Peuls, ils sont sympas. Alors les Peuls, ça fait des super basketteurs, hein, voilà.
Et vous avez ici un basketteur que j'aime bien qui s'appelle Seyon Keita. Alors, il a 17 ans actuellement et il mesure juste 2,14 m. Voilà, 17 ans, vous voyez, et c'est un peu. Alors, lui, il n'a pas du tout des mollets de Mongol. Il est vraiment longiligne, hein, et il a un niveau international et il vient du Mali. C'est un Peul, je crois, par sa maman, hein, les gars me le disaient, puisque j'ai pas mal de Peuls, hein, oui, dans les gens qui me suivent, hein, dans mon quartier aussi, chez Mounet, j'ai des Peuls, je les reconnais, je rigole parce que je les vois, et ah putain, t'es grand, tu mesures combien? De mesure 2 mètres et quelques, et puis comme il arrive avec sa espèce de djellaba, il discute, c'est très sympa, j'habite en France, dans un quartier grand remplacé, mais les types sont adorables. Bah oui, ils font plus d'enfants, hein, que les blancs, hein, de souche, hein, qui eux n'en font quasiment plus, hein. Il faudrait qu'ils commencent à en refaire. Donc je discute avec eux et je dis, hey, je suis sûr que t'es peu. Bah oui, comment vous savez? Bah t'es grand, hein, donc tes grands-parents devaient être des éleveurs. Oui, j'ai une famille d'éleveurs. Bah oui, bah, ça se voit, c'est le lait. Tu vois directement que le mec, il est issu du lait et il peut faire basketteur. Alors, le type faisait du foot, celui que je connaissais, là, qui était en bas de chez moi, et puis j'ai dit, et tu fais pas du basket, ils se mettent tous aussi au basket. Vous avez aussi ici, bah voilà, un beau Peul qui est là avec son troupeau de vaches à grandes cornes, hein. Elles sont beaucoup plus longilignes que les yaks des Mongols, hein. Voilà, j'en ai des cornes comme ça dans mon appartement. Je collectionne les cornes, les crânes de bovidés, donc j'en ai plein à Budapest, hein. Ici moins, mais ici c'est mon atelier de travail aussi. Voilà. Donc vous voyez, hein, c'est les Peuls avec leur troupeau. Voilà, hein, vous avez un jeune Peul magnifique, un bel homme, longiligne, hein, c'est pas du tout un Mongol, lui. Et puis tout noir, bah oui, parce que il est tout noir pour éviter les érythèmes et brûler au soleil, hein. Au Mali, ça chauffe dur, voilà, et lui, il boit du lait, et il peut le boire à la mamelle, hein, et il a l'enzyme lactase, hein, ce que n'ont pas les Mongols. Alors c'est marrant parce que l'enzyme lactase, elle arrive bien sûr d'une façon aléatoire, elle est arrivée chez les Peuls, hein, chez les Dinkas aussi, qui sont souvent pris en basket aussi, c'est les plus grands aussi, chez les Tutsis, hein, bah, pas tous les peuples africains les ont, hein, et aussi beaucoup en Europe, chez les Nordiques, les Méditerranéens ne l'ont pas, hein, bah, quand on sait qu'on n'a pas l'enzyme lactase, c'est quand on boit du lait, on a la chiasse, on pète et on se sent pas bien. Voilà. Alors j'en ai d'autres, voilà, magnifique guerrier Peul, hein, voilà, et avec sa Kalachnikov. Alors ça, c'est une Kalachnikov de fabrication chinoise, hein, et vous avez derrière son troupeau. Alors c'est un grand gars, hein, qui doit mesurer 1,90 m, hein, il y en a qui sont à 2 mètres, hein, 2 mètres, plus de 2 mètres. Hein. Vous voyez que Seyon Keita, hein, ce gamin de 17 ans, mesure 2,14 m, et à 14 ans, il mesurait déjà 2,12 m. Donc il a eu une croissance très très rapide, sûrement entre 11 ou 10 et 14 ans. C'est intéressant. Alors, est-ce que j'en ai d'autres à vous montrer? Parce que c'est tout le temps sympa de voir tous ces peuples, hein, et leurs différences. Et puis, vous avez là de longilignes, Peuls, j'aime bien les montrer. Voilà, des longilignes Peuls avec leurs vaches à longues cornes, très belles. Vaches, ils en sont très fiers, hein, et ça fait du bon lait. Alors, du lait moins gras, bien sûr, que le lait des yaks, mais un très bon lait aussi. Les animaux qui sont dans les pays chauds ont moins de graisse sous-cutanée, moins de graisse viscérale, et ont des alimentations en général un peu moins gras, un lait un peu moins gras, hein, que les vaches du Nord. Voilà, c'est intéressant à savoir. Puis maintenant, on va parler un peu de Seyon Keita, mais on va surtout parler des Peuls pour expliquer pourquoi et comment les peuples grandissent. Et j'aime bien l'expliquer. Alors, Seyon Keita, alors c'était ce garçon que je vous ai montré, on va vous le remontrer encore, hein, un typique, je vais vous le montrer en exemple, hein. Il est sympa, hein, voilà, il est grand, hein, c'est un gamin, il n'est pas encore majeur, hein, et il mesure 2,14 m. Alors, et il vient du Mali. Alors, Seyon Keita appartient à l'ethnie Peul, qui est un groupe ethnique largement présent en Afrique de l'Ouest, notamment au Mali. Les Peuls sont connus pour leur riche culture et leur histoire. Les Peuls, aussi appelés Fula ou Fulani, sont traditionnellement un peuple nomade ou semi-nomade, souvent éleveurs de bétail. Leur mode de vie est centré sur le pastoralisme, c'est-à-dire l'élevage de bovins, et ils consomment beaucoup de lait, un aliment clé dans leur alimentation quotidienne. Beaucoup de Peuls, en tant que peuple traditionnellement pasteur, consomment beaucoup de lait frais. Pour pouvoir digérer le lactose contenu dans le lait à l'âge adulte, ils ont souvent une persistance de la lactase, c'est-à-dire
qui continue à produire l'enzyme lactase qui décompose le lactose, contrairement à beaucoup d'autres populations chez qui cette capacité diminue après l'enfance. On peut se trouver avec les Peuls et à côté d'autres ethnies qui n'ont pas du tout cette enzyme, puisqu'il n'y a pas beaucoup de mélanges. Souvent, il y a des mélanges, mais pas tant que ça en Afrique pour des raisons de calories, puisque l'Afrique c'est très riche par sa situation, et les groupes peuvent vivre les uns en autarcie depuis des centaines, voire des milliers d'années, avec peu de mélanges. C'est assez étonnant. Il y a bien sûr des mélanges. L'homme, l'amour est éternel et les gens se métissent, même entre blacks, entre tribus, entre ethnies. Donc c'est intéressant. Alors, cette adaptation génétique est un bel exemple de coévolution entre culture et biologie. Leur mode de vie laitier a favorisé chez eux la sélection naturelle pour la persistance lactase, comme on trouve aussi chez les peuples du Nord, qui font des vaches, les Allemands du Nord, les Hollandais, les peuples de la Baltique et même les Suédois, les Norvégiens et tout ça. Sur des millénaires, chez les populations comme les Peuls, la consommation régulière et importante de lait a favorisé une adaptation génétique, la persistance de la lactase à l'âge adulte. Sans cette enzyme digérée, le lactose peut provoquer des troubles digestifs, limitant donc la consommation de lait et les apports nutritifs associés. Mais chez les Peuls, ceux qui pouvaient digérer le lait ont eu un avantage nutritionnel important, surtout dans des environnements où la nourriture pouvait être variable et où les crises caloriques fréquentes. Le lait est une source riche en calories, protéines, calcium, vitamines, etc. Donc cette capacité à en consommer beaucoup, sans problème, a aidé à maintenir une bonne santé, favoriser une grande taille et une bonne résistance physique. Donc à chaque fois qu'il y a une crise calorique, ce sont les grands qui disparaissent les premiers. Si tu as du lait, ils restent vivants, et la population précisément augmente en taille. Donc les types qui m'insultent en me disant masterclass de conneries, d'abord 1, tu restes grossier, 2, tu sources, et 3, tu regardes les sources que je t'envoie et tu fermes ta gueule de con, grossier et insultant. Voilà, parce que je ne peux plus les sentir, parce que ce sont des boulets qui détruisent réellement les processus scientifiques où on exprime quelque chose, où on peut s'opposer, mais avec du factuel, et non comme un gamin à la maternelle en disant « Ah, c'est des conneries, ta gueule », on va dire, voilà. Réduire les risques de... Alors ça favorise la grande taille, une bonne résistance physique, ça maintient la possibilité de digérer du lait et de prendre du lait. Réduit les risques de malnutrition pendant les périodes difficiles. Du coup, ces populations, les Peuls, n'ont pas connu de crise calorique qui aurait pu limiter les individus grands ou forts, car leur alimentation de base de lait leur apportait un supplément énergétique fiable. C'est un superbe exemple d'interaction entre culture, élevage laitier, et évolution biologique, adaptation génétique sur une longue durée. Les Peuls ont souvent été considérés comme un groupe ethnique relativement isolé sur le plan génétique, en partie à cause de leur mode de vie pastoral nomade ou semi-nomade, leurs réseaux sociaux spécifiques et leurs pratiques culturelles. Sur plusieurs millénaires, ils ont eu tendance à pratiquer des mariages endogames au sein de leur propre groupe, ce qui limite le métissage avec d'autres populations africaines voisines. Cela a contribué à maintenir certaines particularités génétiques propres aux Peuls, notamment leur persistance de lactase à l'âge adulte. Et puis leur grande taille, bien sûr. Certaines caractéristiques physiques, grande taille par exemple, voilà, d'autres traits génétiques liés à leur adaptation, à leur environnement et mode de vie. Cependant, il faut nuancer. Toujours nuancé. Bien qu'ils soient relativement isolés, il y a eu des échanges avec d'autres populations au fil du temps, notamment à travers des contacts commerciaux, migrations et même certains mariages interethniques. Mais ces échanges sont généralement limités comparés à d'autres groupes plus sédentaires ou urbains. Voilà. Cette isolation relative fait des Peuls un cas intéressant pour étudier une coévolution culturelle et génétique en Afrique de l'Ouest. Et ça a permis aussi de faire un réservoir de basketteurs dans lequel toutes les équipes internationales vont chercher des gamins. Il y en a un de 11 ans qui est arrivé récemment. Alors, je ne sais pas si on le trouve ici. Oui. Il n'a que 11 ans. Alors, comment il s'appelle déjà? Je ne me souviens plus. Moussa Bala Traoré. Alors la photo, je ne sais pas si elle est réelle, parce qu'il a l'air un peu costaud. Mais en fait, il a 12 ans. Il va avoir 12 ans dans 10 jours. Donc, il a que 12 ans et mesure 2,07 m, mais rejoint déjà le Real de Madrid sous les projecteurs. Jusqu'où ira Moussa Bala Traoré? C'est un gamin de 12 ans. 11 ans encore, mais il va avoir... Le Real de Madrid officialise l'arrivée de Moussa Bala Traoré dans sa sélection basket, jeune malien de 11 ans,
intègre la catégorie infantile A et fait déjà sensation sur les réseaux sociaux avec son physique impressionnant pour son âge. Voilà. Alors c'est intéressant de voir qu'en fin de compte, tous ces peuls, tous ces buveurs de lait sont ciblés par les équipes internationales de basketteurs pour les récupérer très vite quand ils sont encore au village afin de les former et bien sûr après de les vendre à la NBA en faisant des bénéfices. Tout est énergie et c'est ainsi qu'on va revendre ces gamins qui sont l'avenir du sport de haut niveau dans les sports où la grande taille est fondamentale pour pouvoir gagner, comme le basket. Voilà, en NBA, on gagne beaucoup d'argent, beaucoup de fric. Donc c'est bien, donc ils vont s'en sortir, ils vont être heureux et faire vivre tout leur village avec l'argent qu'ils vont gagner. Voilà, donc c'est intéressant de voir que c'est un réservoir de grands types, puisque c'est des peuples qui sont grands depuis des millénaires, depuis qu'ils sont éleveurs. C'est intéressant. Donc voilà, petite vidéo du soir espoir pour te parler de taille des peuples, du lait et de la façon de consommer les laitages en fonction que tu es par les mutations aléatoires que ton peuple a sélectionnées, la capacité de digérer le lactose ou pas par cette persistance lactase qui vient de mutation. Voilà, donc c'est très intéressant à comprendre, ça vous montre que le monde est merveilleux dans la diversité que nous avons et que nous sommes tous différents dans notre façon de pouvoir digérer des aliments et de pouvoir nous alimenter et que le régime qui te va à toi n'est pas forcément celui qui va à moi puisque nous sommes tous plus ou moins différents avec des origines différentes et des gènes différents formés et forgés par le milieu et par la terrible et magnifique loi de la sélection naturelle. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre mes frères et sœurs.